Comme ces fusées qui illuminent le ciel de Rabat, l'annonce officielle du mariage du roi du Maroc, Mohamed VI, 38 ans, avec Salma Benami, une jeune informaticienne de 24 ans, fait l'effet d'un feu d'artifice dans le cœur des Marocains. Cette union entre leur souverain et une roturière leur apparaît comme une véritable rupture avec le passé et la tradition de discrétion et de réserve, jusqu'ici en vigueur, à propos de la vie privée des souverains marocains. L'annonce publique de ce mariage, la divulgation même de son identité et la diffusion de photos de l'heureux élu que le roi rencontra en 1999, quelques mois avant le décès de son père Hassan II, sont, il est vrai, du jamais vu pour la dynastie alaouite. Une monarchie qui règne sur le Maroc depuis le milieu du XVIIe siècle. Le mariage prévu le 12 avril à Marrakech est reporté pour que les fastes de la cérémonie ne choquent pas le peuple marocain au moment où le Moyen-Orient s'embrase à nouveau. Finalement, la date retenue est le 12 juillet suivant. Le choix du lieu se porte sur Rabat. Rabat, capitale du Maroc, en réalité une petite ville aux allures provinciales, où les cercles islamistes sont peu influents. En préparation de l'événement, les artères de la ville ont droit à un coup de peinture fraîche, les drapeaux fleurissent à tous les carrefours et tous les journaux marocains soulignent le côté révolutionnaire de l'événement. En tout cas, la volonté de Mohamed VI de dépoussiérer fortement l'image du palais et de la cour est bien perçue par toutes les couches de la population marocaine. Oui, c'est un mariage parfait. C'est nouveau pour nous, nous sommes très heureuses. C'est bien. Surfant sur la vague de séduction de ce mariage, l'hebdo La Vie économique a même commandé un sondage sur le rôle de la nouvelle souveraine. En priorité, 30% des sondés comptent sur elle pour appuyer une proposition de loi interdisant les violences sur les femmes et les enfants. Curieusement, seuls 4% sont concernés par l'interdiction de la polygamie. Par contre, plus de 12% espèrent qu'elle soufflera au roi de faire voter une loi pour que la femme ne soit plus à l'avenir obligée de donner son salaire à son mari. En conclusion, 97% des Marocaines pensent que la princesse jouera un vrai rôle public et d'ailleurs souligne malicieusement le journal, preuve de son statut international de femme, elle a déjà rencontré Jacques Chirac. Autre signe de la volonté du palais de faire partager cet événement avec la nation tout entière, 200 couples de jeunes mariés de toutes les provinces du Maroc sont conviés à célébrer l'événement à Rabat en même temps que le couple royal. Venus aux frais du roi des endroits les plus reculés du royaume, tous logés dans des hôtels 5 étoiles, beaucoup d'entre eux, provinciaux d'origine modeste, n'en croient pas leurs yeux. Ils sont associés à Rabat, dans la capitale du pays, au mariage de leur souverain. Promus au rang d'ambassadeurs de leur tribu ou de leur village, tous leurs déplacements se font pour des raisons de sécurité sous escorte policière. Néanmoins, l'ambiance est plutôt bon enfant et dans le bus qui les emmène de l'hôtel au Palais Royal pour la cérémonie des vœux, Rachid, un nouveau marié originaire d'Oujda, près de la frontière algéro-marocaine, commande ce mariage et la place de sa future épouse dans le Maroc de demain. C'est une femme islamique, oui. C'est historique. On ne dit pas que la femme, on fermait jamais les femmes. C'est nos femmes, c'est nos mères, c'est nos sœurs. C'est l'islam qui dit ça. C'est l'islam qui dit ça. D'accord. Alors. Mais pourquoi on ne connaissait pas la femme des rois précédents et pourquoi si ça a choisi de présenter celle-là? Vous pouvez questionner n'importe qui pour vous dire la réponse. Pas moi. Moi, je ne peux pas dire. Je ne sais pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi, mais c'est un bon point pour le Maroc. C'est un bon signe pour le Maroc. C'est bon. C'est bien. C'est bien pour tout le monde, pour la société et pour la femme marocaine? Oui, pour la société. Soi-disant pour la société. Oui. Pour les hommes, un petit peu. Mais vous savez qu'un pays
pour se développer, c'est la femme qui doit se développer. Alors c'est elle qui éduque nos enfants. Voilà, c'est parce que la femme doit être présente dans la société, doit avoir un appui par son mari, par l'homme. C'est pour cela, c'est ce que je crois, tout de même. Dans les rues de Rabat, la ferveur populaire monte d'heure en heure alors qu'on approche de la fin de l'après-midi et du début des cérémonies officielles. Derrière les youyous de joie, on devine l'enthousiasme d'une jeunesse pour l'une des leurs, une jeune femme marocaine comme toutes les autres, qui dans quelques heures sera sacrée princesse, son Altesse royale Lalla Salma. C'est non seulement formidable pour la femme marocaine parce que elle représente exactement la marocaine par son intelligence, par son physique, et bien sûr c'est la fille du peuple, donc on l'aime encore plus. Voilà. Conformément à la tradition marocaine, les cérémonies du mariage royal sont planifiées par le palais sur 3 jours, les 12, 13 et 14 juillet. Ainsi, le vendredi, le mariage commence par la présentation des vœux et des hidiyas, les offrandes, étape incontournable dans toutes les célébrations de mariage marocain traditionnels. Rendez-vous est pris pour tout le monde à Baba Soufra, la porte des ambassadeurs, au pied de la mosquée Al-Fas sur l'esplanade du Palais Royal, qui est réellement une ville dans la ville à l'Interbat. Là, chacun des participants, sans doute pour cacher son émotion d'avoir été choisi parmi des milliers de sa ville ou de sa province, tente de se préparer le mieux qu'il peut. Tous, c'est visible, en répétant leurs pas de danse ou en chauffant leurs tambourins, ont décidé le meilleur de leur talent pour présenter les particularités de leur province d'origine. C'est l'ensemble de ces différences, la richesse du Maroc. Signe qui a continuité d'un rituel séculaire, les offrandes sont présentées traditionnellement dans les taille-fours et les midas. Les en doré, exhibés par les porteurs d'offrandes, contiennent pour les uns du henné, symbole de tendresse, pour les autres de la gomme arabique et du bois de santal, parfum sacré d'Orient. Quant aux derniers, ils sont remplis de dattes et de lait, synonymes d'abondance, de douceur et de fécondité. Levés depuis l'aube, venus de leur campement où ils sont regroupés aux 4 coins de la capitale, tous les porteurs d'offrandes, les femmes des tribus, les musiciens, mettent des heures à former ce cortège de plusieurs kilomètres qui va avoir l'insigne honneur de défiler devant le roi, son frère cadet, le prince Moulay Rachid et les invités personnels de Sa Majesté regroupés dans la tribune d'honneur. Bien que ce mariage soit décrété cérémonie privée, plusieurs invités de marque ont fait le déplacement à Rabat. Le plus prestigieux, bien entendu, l'ex-président des États-Unis Bill Clinton, accompagné de sa fille Chelsea. Pas de chef d'État en exercice, mais les envoyés personnels de plusieurs dirigeants du monde arabe et africain. Des cousins représentant toutes les familles régnantes des royaumes et émirats du Golfe Persique, les fils du colonel Kadhafi et d'Abdoulaye Wade, le président du Sénégal, et le ministre des Affaires étrangères afghan, Abdullah Abdullah, venu négocier de coopération entre Kaboul et Rabat. Aux salves de 7 coups de canon qui, selon le protocole, sont le signe du début des célébrations officielles d'un mariage royal, la procession peut commencer devant les 3 tribunes disposées dans l'enceinte du Méchoir, devant les remparts du Palais Royal. Dans la tribune officielle, pas de femmes, seules à moitié cachées des regards par un lourd dais de velours sombre,